Posé au sommet de la colline, en surplomb de l'Adour, un édifice domine la ville, tel un phare qui illuminerait les alentours d'une lumière spirituelle. Voici la cathédrale Sainte-Marie. Ce sont les Bayonnais qui, au Moyen-Âge, financèrent la construction d'une première cathédrale romane. Suite à sa destruction par un incendie, ils décidèrent de rebâtir un nouvel édifice, une église encore plus grande, encore plus haute, et surtout dans le style à la mode au XIIIe siècle, le gothique rayonnant. Avec le gothique, ce qui change de l'art roman, c'est que tout de suite, on voit l'édifice monte en hauteur. Et comme tout repose sur les piliers, c'est-à-dire les charges de la construction, on peut enfin dégager les baies, ouvrir des fenêtres en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'on a ces grands vitraux qui éclairent enfin l'intérieur de la nef. Et toutes ces charges en fait montent et sont reprises structurellement par la clé. La clé ici qui est un élément caractéristique de l'art gothique, puisque c'est un arc d'ogive et c'est vraiment un élément qui ferme structurellement le report des charges. Et là, j'aimerais bien vous en montrer une particulièrement qui explique vraiment l'histoire de Bayonne, puisqu'en fait, elle représente une nef au sens un bateau, un navire. C'est la construction navale qui est illustrée ici à Bayonne. Et la particularité, c'est qu'on trouve un gouvernail d'étambot. C'est une révolution technologique. Ça permet aux bateaux qui avant étaient difficiles à manœuvrer d'aller plus loin, d'être plus importants et donc d'assurer en fait le transport, le combat sur les mers. Et donc là, on a un gouvernail d'étambot dit aussi timon à la bayonnaise ou timon navaresque. C'est vraiment quelque chose qui semblablement aurait été créé ici, à Bayonne. Alors là, on est dans le plus grand cloître d'Europe. Et puis on est aussi sur l'emprise du castrum. C'est-à-dire dès l'Antiquité, la ville de Bayonne, qui s'appelait La Pourdoc à l'époque, avait son centre déjà à cet endroit. On est vraiment dans une superposition de la ville sur la ville et le centre s'est toujours concentré à cet endroit. Et à l'époque médiévale, c'est aussi le cœur de la ville, là où la justice se rendait, là où les échanges se faisaient, parce que le cloître est un lieu de silence et de recueillement, mais à l'époque médiévale, c'est un lieu de forte activité. Le geste sûr. Avec autant de fermeté que de douceur, Valérie Tatin s'affaire depuis des mois sur des blocs de pierre pour redonner vie à des parties de la cathédrale en mauvais état. L'édifice fait actuellement l'objet de grandes opérations de restauration. Ça va très bien. Romain, tu vas lever doucement, qu'on voit, il s'en bien, c'est arrivé à plat. Sur le polystyrène. Le polystyrène, non ? Oui, bien. Pour les artisans, travailler sur ce chantier est une aventure. Bien sûr, les outils de levage ont changé, mais on pourrait presque se croire au temps des bâtisseurs de cathédrales. Bonjour Valérie, explique-nous ce moment particulier que vous vivez là tous ensemble sur les toits de la cathédrale. Mais c'est un beau moment parce que c'est le dernier élément du pinacle qui va être posé et c'est l'aboutissement de quelques mois de travail, donc c'est toujours agréable de l'avoir en place. Alors explique-nous, ce pinacle, c'est toi qui l'as reconstitué, qui l'as retravaillé, recréé? Je l'ai resculpté entièrement d'après ce qui nous restait des anciens morceaux qui étaient tombés par terre. C'est bon. Voilà. Regarde au niveau des dossiers, je demande à venir un peu vers moi. Oui. Voilà. Un tout petit peu par ici. C'est pas trop mal, hein? Non, Il faut que tu l'amènes un peu vers là. Un peu plus vers ici. Encore. Le fil à plomb, c'est quand même un outil qui était déjà utilisé au temps de la construction de cette cathédrale. Et même avant. Oui. Et c'est toujours le même outil que vous utilisez. Tout à fait. Un peu plus vers ici. En tout cas, t'as le sourire. Ah oui, c'est vraiment un... Je sais pas, c'est... je dépose la pierre et après, je lui donne sa propre vie. Enfin... Et c'est vraiment qu'à ce moment-là que j'ai l'impression que mon travail est terminé.
Ton travail de restauration, il te met en connexion avec ces bâtisseurs de cathédrales, ces sculpteurs du Moyen-Âge? Rien qu'au départ, comme on doit recopier quelque chose, on est obligé de l'étudier. Et alors on fait une sorte de petite enquête pour comprendre comment c'est taillé, avec quels outils, de quelle façon, avec quel mouvement, à quelle tension. Donc tout ça, ce travail, on le fait au fur et à mesure qu'on le taille et qu'on étudie le travail qui a été fait avant. Parce que le but, c'est que ce qu'on fait, ça ne doit pas se voir. Ça induit un rapport presque charnel au lieu. Tout à fait. De toute façon, on est déjà entre ciel et terre. Donc on flotte entre les deux, on entend un peu le bruit de la cité en bas. Mais on est là, on assiste au lever des soleils, au coucher des soleils. C'est un peu des moments hors du temps. Et j'avoue que c'est assez fabuleux, on s'en lasse pas comme ça. Ce n'est pas la première fois que la cathédrale bénéficie d'une restauration. Cette politique de sauvegarde et de protection du patrimoine a commencé au XIXe siècle. C'est l'architecte Émile Boswillwald qui fut alors chargé du chantier. Quelle est l'importance de cette restauration? Eh bien, en fait, Émile Boswillwald, qui est chargé de la restauration de la cathédrale par l'évêque Lacroix, on est environ 1840, va carrément créer ces deux flèches qui n'existent pas avant sur la cathédrale. L'édifice qu'on a devant les yeux, c'est un édifice du 19e. Il faut imaginer ici, sur la tour sud, un bulbe beaucoup plus bas que la flèche actuelle et pas de tour, pas de flèche du côté nord, c'est-à-dire en face de nous, de ce côté-là. C'est une intervention quand même radicale, ça change totalement le visuel, la physionomie de la bâtisse. On est au 19e siècle, Émile Boswillwald a travaillé avec Viollet-le-Duc, qui a notamment est intervenu sur plusieurs édifices à cette époque-là, et notamment Notre-Dame de Paris. On a une doctrine de restauration qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va parachever l'édifice, on va faire l'édifice idéal, celui qu'on pense que l'architecte de l'époque, à l'époque du Moyen-Âge, avait sur sa planche devant les yeux et qu'il n'a pas pu achever à l'époque. Jusqu'où cet architecte il laisse son empreinte sur le bâtiment? Alors là, c'est vraiment une anecdote, puisqu'en fait, on voit qu'on a des têtes que nous percevons parce qu'on est à hauteur, très très haut là sur l'édifice, et on sait que le portrait de cette tête qui est à l'angle est, c'est le visage de Boswillwald. Cette vue sur les toits de Bayonne, elle est assez étonnante. Il y a une personnalité dans cette ville. Oui, c'est vrai qu'en fait, on a une ville très très dense, puisqu'en fait, sur ce parcellaire médiéval, les maisons se sont surélevées, les parcelles se sont densifiées, jusqu'à ce qu'on ait cette ville un petit peu remplie comme un œuf. Et c'est comme si on avait empêché la ville de s'étendre, puisqu'en fait, elle était coincée, serrée par ces fortifications.